le temps de territoire Sénat, l'actualité parlementaire et politique avec les titres ce matin de cette actualité. Rebonjour Saveria. Bonjour à tous. La riposte de l'exécutif après le rapport de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Édouard Philippe fustige les conclusions du Sénat, des conclusions injustes et incompréhensibles qui ne respectent pas la séparation des pouvoirs pour le Premier ministre. Justement, le Sénat est-il allé trop loin? Ce rapport crée-t-il un précédent dangereux, comme le disent certains membres du gouvernement? La mission de contrôle du Parlement a-t-elle bien été respectée? Oui, répondent les sénateurs, mais aussi les constitutionnalistes. Et puis nous parlerons de la loi sur les propos haineux sur Internet, un texte annoncé par Emmanuel Macron cette semaine pour lutter contre la prolifération des messages agressifs sur les réseaux sociaux. Certains voudraient porter le sujet au niveau européen. Je vous le disais en titre, la riposte est cinglante. Édouard Philippe fustige les conclusions de la commission d'enquête du Sénat, des conclusions très politiques selon le Premier ministre. Pour l'exécutif, les sénateurs n'auraient pas respecté la séparation des pouvoirs. Explication Jonathan Dupriez. Un bras de fer s'engage entre l'exécutif et le Sénat. Après la publication du rapport sur l'affaire Benalla, Édouard Philippe dénonce une appréciation très politique et reproche ouvertement à la Chambre haute de méconnaître la séparation des pouvoirs. Des critiques balayées par la commission des lois dans un communiqué. Le président de la commission et les deux co-rapporteurs ne commentent pas les commentaires. Ils rappellent leur profond attachement au principe de séparation des pouvoirs qu'ils ont scrupuleusement respecté. Il importe aussi, pour la maturité de la démocratie, que la mission fondamentale du Parlement, dans ses pouvoirs de contrôle, soit pleinement respectée. Pour le Premier ministre, le Sénat n'a pas à se prononcer sur l'organisation interne de l'Élysée. Mais pour les sénateurs, des faits avérés prouvent des dysfonctionnements majeurs au sommet de l'État. Pour eux, la commission d'enquête est donc dans son rôle. On est dans le fonctionnement normal des institutions. Le gouvernement et surtout l'Élysée auraient été bien mieux inspirés de reconnaître qu'il y avait eu au départ un dysfonctionnement avec M. Benalla venu s'occuper de sécurité en prenant le pas sur les policiers et les gendarmes et que les choses étaient recadrées. Il s'agit du Sénat qui exerce son rôle constitutionnel de contrôle de l'exécutif. Cette réaction du gouvernement est pour d'autres un signe de fébrilité du pouvoir dans l'affaire Benalla. Si le gouvernement n'accepte plus finalement un contre-pouvoir, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Nous sommes une partie du Parlement, mais qui n'est pas dans le sens souhaité par l'exécutif. Si ne pas aller dans le sens de l'exécutif, c'est devenir totalement critiquable par celui-ci, eh bien il y a effectivement un danger. Attention à la démocrature. Cette attaque frontale du Premier ministre survient dans un contexte particulièrement tendu entre l'exécutif et le palais du Luxembourg. Mis à l'écart du grand débat, les sénateurs avaient été choqués par la remise en question du rôle même du Sénat dans la lettre aux Français d'Emmanuel Macron. Et justement, le Sénat est-il allé trop loin, Saveria ? Ce rapport crée-t-il un précédent dangereux, comme l'expliquent certains membres du gouvernement? La mission fondamentale de contrôle du Parlement a-t-elle bien été respectée? Oui, répondent bien sûr les sénateurs, mais aussi les constitutionnalistes. Explication Fabien Recker. Le gouvernement persiste et signe. La commission d'enquête du Sénat aurait porté atteinte à la séparation des pouvoirs. Engagés dans une croisade politique, les sénateurs seraient sortis de leur rôle. La commission d'enquête, elle dit un certain nombre de choses. Elle dresse un certain nombre d'hypothèses sans apporter la preuve de quoi que ce soit. Elle produit un certain nombre de préconisations. Mais établir les faits, ça n'est pas le rôle de la commission d'enquête. Établir les faits, c'est le rôle de la justice. La commission a-t-elle empiété sur le terrain judiciaire? Officiellement, les travaux des sénateurs ne portaient pas sur les agissements d'Alexandre Benalla sur le terrain, mais sur les dysfonctionnements au sein de l'appareil d'État. Pour ce constitutionnaliste, les sénateurs ont certes évolué en terrain glissant, mais se sont tenus à l'écart du travail des juges. La commission d'enquête, strictement parlé, n'a pas enquêté sur des faits qui faisaient l'objet de poursuites. Ils n'ont jamais interrogé sur les vidéos dont a pu bénéficier Alexandre Benalla, qui le filmait, comment est-ce qu'il se les est procurées, parce qu'il y a une enquête sur cela. Dès lors, le Sénat était-il dans son rôle de contre-pouvoir vis-à-vis de l'exécutif? L'article 24 de la Constitution prévoit que le Parlement contrôle l'action du gouvernement, mais pas celle du président de la République. En s'attaquant à la machine élyséenne, les sénateurs auraient donc franchi une ligne rouge selon l'entourage d'Emmanuel Macron.
Cette argumentation ne tient pas parce que, comme je l'ai rappelé, le principe de séparation des pouvoirs englobe tous les pouvoirs. Et si l'on appliquait cette logique-là, cela voudrait dire, d'une part, que la présidence de la République échapperait à tout contrôle et que, par conséquent, elle bénéficierait d'une impunité, une immunité totale, alors que cette immunité ne profite qu'au président de la République, en vertu de l'article 67 de la Constitution, mais pas à l'institution. En formulant des recommandations sur l'organisation de l'Élysée, les sénateurs joueraient donc leur rôle de contre-pouvoir dans un climat plus que jamais détérioré entre le Sénat et l'exécutif. Une loi pour lutter contre les propos haineux sur Internet, c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a annoncé cette semaine. Le gouvernement veut lutter contre la prolifération des messages agressifs sur les réseaux sociaux. Mais certains voudraient porter le sujet au niveau européen. C'est un sujet de Samia Dechir. Il y a les actes les plus visibles, comme la profanation d'un cimetière juif cette semaine encore près de Lyon. Mais l'immense majorité des insultes antisémites et racistes se fait désormais en ligne. Pour lutter contre la prolifération des messages haineux sur les réseaux sociaux, une loi sera proposée d'ici le mois de mai, comme l'a annoncé mercredi soir Emmanuel Macron. Ce que ce texte portera donc, ce sont des dispositions claires, imposant les retraits dans les meilleurs délais de tous les contenus appelant à la haine et mettant en œuvre toutes les techniques permettant de repérer l'identité dans les meilleurs délais et enfin appelant à la responsabilité, y compris sur le plan juridique, les dites plateformes. Mais la responsabilité juridique de ces plateformes est aujourd'hui régie par le droit européen. La directive dite du e-commerce restreint la responsabilité des plateformes en ligne. Pour la sénatrice Catherine Morin-Desailly, c'est donc à Bruxelles qu'il faut mener cette bataille. Au-delà d'une loi dite un peu de circonstance, qui va apporter une réponse peut-être temporaire mais pas suffisante, je propose que nous traitions la question sur le fond. C'est le sens de la proposition de résolution européenne, de réouverture de cette directive e-commerce qui gère le statut des plateformes, que j'ai déposée. Elle a été votée ici à l'unanimité. Le gouvernement n'a pas encore donné suite à cette proposition sénatoriale, ni précisé si c'est un juge ou les plateformes elles-mêmes qui décideront quel message peut être considéré comme haineux. Voilà, dans un instant, c'est la deuxième interview politique de cette matinale. Dans un instant, c'est donc le face-à-face. On s'y retrouve. Voilà, on accueille un ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, c'est Rachid Temal, sénateur du Val d'Oise. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour Rachid Temal. Voir le Premier ministre sur le perron de Matignon répondre directement à un rapport sénatorial attaqué nommément, parce que c'est ça qui s'est passé hier, l'institution, c'est inédit. Est-ce que la guerre est déclarée entre le Sénat et l'exécutif ? En tout cas, il n'y a pas de guerre du Sénat vers l'exécutif. Il est surprenant effectivement que le Premier ministre soit venu sur le perron, d'ailleurs sans justifier ses cris d'orfraie. Bon. Alors que la veille, vous aviez le porte-parole de l'Élysée, du gouvernement, M. Benjamin Griveaux, qui indiquait qu'il y avait des contre-vérités. Sauf qu'il indiquait en même temps, toujours le en même temps, qu'il n'avait pas lu le fameux rapport. Tout ça n'est pas très sérieux. Il indiquait également que l'Élysée allait répondre point par point. Et patatras, c'est le Premier ministre qui est venu hier s'exprimer. Néanmoins, comment vous interprétez cette montée au créneau de tout l'exécutif depuis hier sur cette ligne de défense, y compris du Premier ministre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ne répondent pas sur le fond de l'affaire, ce n'est qu'une affaire de forme. Il faut leur poser la question. Effectivement, il faut remettre tout ça maintenant dans le contexte. Premier élément, pourquoi cette commission d'enquête ? Parce qu'un des plus proches collaborateurs de l'Élysée, du président de la République, qui est en charge de sa sécurité, se trouve le 1er mai dans Paris, à tabasser, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, à plusieurs reprises manifestement, des personnes. Et le fait générateur, c'est quelle est la question de la sécurité du président de la République. Là-dessus, il n'y a pas de débat, puisque la commission a été adoptée. Je rappelle, elle a tenu toutes ses auditions publiques. Donc rien n'a été caché. À la fois les questions posées par les sénateurs et à la fois les réponses en face. Je fais une parenthèse. Dans le même temps, à l'Assemblée, il y a également cette commission d'enquête qui, au bout de 4 jours, se saborde en disant « on a tout découvert ». Et on voit bien qu'au fil des auditions, mensonges, omissions, contradictions et des surprises hallucinantes qui vont du coffre-fort à des passeports et aux contrats russes, parce que je pense que maintenant, il y a un élément important, puisque vous avez quand même, on découvre que le responsable de la sécurité du président de la République, qui est habilité défense,
le responsable de la sécurité du parti présidentiel, le compagnon de la personne en charge de la sécurité à Matignon, les trois, pendant qu'ils sont en responsabilité, pour les deux premiers, font des contrats avec des oligarques russes. On peut s'interroger sur la question de la sécurité du président, sur la sécurité même du pays, par rapport à un certain nombre d'informations. Très bien, mais néanmoins, vous n'avez pas le sentiment, même dans vos mots, dans ce que vous employez, dans vos questionnements, que c'est le travail de la justice, de la police, et pas des sénateurs de faire ça, et que forcément, le Sénat, les sénateurs tombent dans une posture politique, d'opposants politiques. Et nous ne sommes pas dans ce registre-là. Nous posons un certain nombre de questions, c'est public. Qu'est-ce que fait le Sénat? D'ailleurs, je rappelle que les collaborateurs du président de la République sont tous venus en indiquant quoi? Nous venons avec l'autorisation du président de la République. On ne peut pas dire à la fois cela en juillet et maintenant expliquer que c'est contre le président de la République. Il y a une contradiction dans la défense. Hier, Édouard Philippe dit... Si je peux juste terminer d'un point. Donc nous, on n'est pas là à faire la place de la justice. Nous avons fait une commission d'enquête qui, encore une fois, a un excellent travail. Maintenant, il reviendra à la justice de poursuivre ou pas. Je rappelle que la justice a déjà engagé un certain nombre d'enquêtes. Vous recommandez néanmoins, Philippe Bas, le président de la commission l'a dit très clairement, vous recommandez néanmoins au procureur de saisir, d'ouvrir une enquête pour parjure. Hier, Édouard Philippe a parlé d'appréciation très politique. Il dit ne pas être surpris. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous savez, en même temps, ce pouvoir pense être tout puissant depuis son élection. Alors, il a fallu, dans un premier temps, avoir une majorité à sa main à l'Assemblée nationale. C'est le cas. Il a fallu mettre de côté l'ensemble des contre-pouvoirs. Alors les syndicats, on les a poussés dans un coin, les élus locaux dans un autre coin. Et il reste le Sénat et la presse. Alors la presse, il faut saluer d'ailleurs que les contre-pouvoirs, je pense à la presse notamment, a fait son travail, vous-même, Le Monde et beaucoup d'autres, Mediapart et tous les autres, puisque vous avez mis en éclairage un certain nombre de choses. Et puis il reste le Sénat. Alors maintenant, on voit bien la musique contre le Sénat du gouvernement. Je rappelle que dans la lettre aux Français sur le grand débat, le président de la République propose d'ailleurs de fusionner avec le comité. De transformer le Sénat. De le fusionner. Voilà, on voit bien que nous dérangeons. Mais il faut que M. Macron entende bien que dans une démocratie, les grandes démocraties, il y a toujours le bicamérisme, 2 chambres, et que les sénateurs sont élus par les grands élus. Ils sont là pour faire leur travail. La Constitution prévoit qu'ils font la loi et qu'ils contrôlent également le gouvernement. C'est ce que nous faisons. Donc, soit il y a un problème démocratique, et que M. Macron va peut-être changer de constitution, mais pas dans le bon sens, je crois. Rachid Temal, dans le reste de l'actualité, on va avancer dans le reste de l'actualité, il y a cette recrudescence, on le voit, des actes antisémites, on l'a encore vu le week-end dernier, avec l'agression dont a été victime Alain Finkielkraut. Emmanuel Macron a cette semaine annoncé une nouvelle loi pour lutter contre la haine sur Internet. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce qu'il faut encore une législation? Est-ce que l'arsenal législatif de nos lois ne sont pas suffisantes aujourd'hui? Il est clair, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut effectivement rappeler sans cesse qu'il y a une recrudescence des actes antisémites dans notre pays et c'est la République qui doit s'élever. Mais il faut le rappeler parce que... Est-ce qu'il faut une nouvelle loi? Juste un point. Il faut s'assurer que toutes les personnes soient bien sûr condamnées, faire en sorte qu'on puisse déconstruire avec pédagogie tous les a priori, les préjugés, parce que c'est un élément. Et sur le net, on ne peut pas accepter aujourd'hui que sur Facebook, Twitter, etc., des gens puissent propager des propos antisémites, homophobes, racistes, etc., sans qu'aucun fournisseur d'accès, aucun tuyau, j'allais dire, n'ait une responsabilité. Donc moi, je l'ai dit, je pense qu'il est normal que Twitter, Facebook et d'autres soient également associés et qu'ils puissent contrôler ce qu'il y a sur leur réseau. Ce n'est pas acceptable. Pour terminer, un dernier sujet, j'aimerais vous entendre sur les élections européennes. Que vous inspire l'union, ou plutôt la désunion des gauches aujourd'hui? Est-ce que ça vous désole? Moi, je crois comme tout... Est-ce que vous vous sentez responsable aussi? Je pense qu'on est, tout comme tout hommes et femmes de gauche, on aurait souhaité, on souhaiterait, je souhaite qu'il y ait cette union-là. Nous constatons que certains ne la souhaitent pas, c'est un fait. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai dit dans ma formation politique, il faut partir en campagne, et je souhaite que nous ayons une liste, bien sûr, ouverte à d'autres partenaires, comme nous le faisons toujours, et que nous ayons une tête de liste socialiste aux élections européennes. Est-ce que vous êtes favorable à un rapprochement avec Place Publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann? On se dirige vers ça. C'est ce que je viens de vous dire. Moi, je suis pour qu'il y ait une liste socialiste avec des partenaires. Je pense notamment, vous avez aussi le PRG, vous avez le MDC ou d'autres, mais avec une tête de liste socialiste. Et qui serait cette tête de liste, Olivier Faure? Nous avons le 16 mars prochain un conseil national.
Vous avez Olivier Faure qui est premier secrétaire, vous avez aussi Christine Revaud-Dallon Bonnefoy qui est présidente de notre délégation au Parlement européen et beaucoup d'autres. Je pense que nous avons suffisamment de talent au Parti socialiste pour avoir une belle liste et surtout porter enfin ce débat en France, parce qu'il est important de dire aux Français que le 26 mai, c'est les 5 prochaines années en Europe. Et donc nous considérons, nous, que sur les politiques sociales, environnementales, économiques, eh ben, ce que nous portons n'est pas la même chose que la droite, n'est pas la même chose que Macron, n'est pas la même chose que d'autres formations. Je veux dire, il y a des combats fondamentaux qu'il faut porter au niveau européen. Olivier Faure qui déplore la folie de cette gauche divisée qui va laisser le monopole de l'alternative à l'extrême droite. C'est terrible comme mot. C'est terrible, mais ce constat est vrai. Donc nous avons... C'est une responsabilité que vous portez, vous aussi également. Et on porte toute la gauche et les écologistes. On la porte tous. Voilà, on la porte. C'est un fait. Maintenant, encore une fois, nous avons proposé, comme d'autres, de nous unir. Ça ne se fait pas parce que, et je ne vais pas ici rentrer dans le pourquoi commun de chacun. Ce qui est clair, c'est que maintenant, il n'y aura pas l'union globale de toute la gauche et les écologistes. C'est un fait. Donc, il faut maintenant partir au combat. Je crois que les socialistes portent des valeurs. Nous sommes un parti pro-européen. Il y a des combats fondamentaux à mener. Moi, je suis par exemple pour un ISF au niveau européen pour financer des politiques sociales. Je suis pour que, par exemple, le combat pour que l'IVG soit reconnu dans tout l'État de l'Union, c'est une bonne chose. Et il y a d'autres combats comme ça que nous devons mener. La question climatique, la question des migrations, la question de faire en sorte que l'Europe accepte enfin de construire des géants industriels et se protéger parfois face à des concurrents autres qui, eux, utilisent, on va dire, les frontières. Justement, Rachid Temal, ancien premier secrétaire du Parti socialiste, on l'a dit tout à l'heure, sondage mitigé, présence médiatique de François Hollande, on l'a encore vu au dîner du CRIF, bilan du quinquennat précédent. Vous vous dites pas que vous auriez pu faire mieux que la direction actuelle, qu'Olivier Faure, par exemple? Vous regrettez pas de temps en temps? Vous savez, il ne faut pas vivre avec des regrets, et j'en ai pas de regrets. Donc moi, j'ai eu à diriger, c'est un honneur, mon parti, ma formation politique. Je continue à l'invitation de nombreux militants à venir dans les fédérations aider. D'accord, mais ça c'est ce qu'on peut répondre à un journaliste. Non, ce que je pense. Pour arrondir les angles, ce que je pense fondamentalement. Et donc moi, je suis dans l'équipe d'Olivier Faure, et donc avec d'autres, nous devons reconstruire le Parti socialiste. Vous n'avez pas un sentiment de vous-même, d'échec personnel, de ne pas avoir été le premier secrétaire du Parti socialiste et de pouvoir le donner à d'autres. Mais j'aurais eu ce sentiment-là que vous évoquez si j'avais été candidat. Et je n'ai pas souhaité être candidat. Comme François Hollande, au fond. Non, pas du tout. Je ne crois pas être comparable à François Hollande. Ce sont deux choses totalement différentes. Donc voilà, mais moi je ne vis pas, vous savez, je ne vis pas dans le passé. Aujourd'hui, je suis sénateur. Je crois que mon rôle est utile. Je suis vice-président de mon groupe. Je suis également secrétaire national en charge des relations extérieures du Parti socialiste. Je vais dans des fédérations. Et vous savez, ce qui compte, c'est surtout ce qu'on a devant nous. Et moi, j'entends bien, pour ma famille politique, participer à sa reconstruction, mais plus largement le PS et plus largement la gauche écologiste. Et vous verrez, dans les prochaines semaines, nous aurons beaucoup de propositions, beaucoup d'actions à faire. Vous merci. Très bien, merci Rachid Temal. Merci à vous. Beaucoup. Merci. On passe à l'œil de Quentin Calmet dans un instant. À tout de suite. Voilà, bonjour Quentin. Bonjour Cyril. Le tweetman du vendredi. C'est cela. Je suis sûr qu'il va y en avoir beaucoup là ce matin. Tout à fait. Et bonjour, bonjour Quentin, on va parler bien sûr de l'affaire Benalla, de la remise du rapport de la commission d'enquête. Impossible d'y échapper cette semaine au Sénat. Voilà, bien sûr, puisque la tension est montée d'un cran. Elle était palpable hier, surtout après la déclaration d'Édouard Philippe sur le perron de Matignon. Effectivement, les sénateurs ont réagi sur les réseaux sociaux, car ils se sont dit consternés par cette déclaration d'hier. Ils sont montés au créneau. Certains étaient donc très remonté contre le Premier ministre en bon petit soldat au secours de l'Élysée. Mais où sont les vrais arguments et explications sur l'affaire, a pu tweeter ainsi Catherine Deroche, un ton très offensif. Oui, c'est le mot effectivement de Catherine Deroche. Mais voilà, le ton était vraiment très offensif. On l'a vu aussi avec Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR. Regardez son message, il a écrit « Le Sénat respecte scrupuleusement la loi et la Constitution. Il ne se laissera pas intimider, les mots sont forts, et ne sera jamais aux ordres de quiconque. » Une escalade dans les mots, le signe d'un bras de fer entre les sénateurs et l'exécutif, également aussi porté par les parlementaires de gauche. Regardez par exemple Rémi Féraud, le sénateur de Paris, qui a dit « L'attitude incroyable
incroyable et scandaleuse de l'exécutif aujourd'hui pose une seule question: de quoi le pouvoir a-t-il peur? Et donc voilà, on le voit, l'orage gronde entre les sénateurs et l'exécutif. Les sénateurs qui ont fait face aux critiques des ministres et de l'ensemble du gouvernement. Voilà, les critiques, elles sont montées crescendo. On l'a vu dès mercredi matin avec Aurore Berger, puis ensuite avec la garde des Sceaux Nicole Belloubet, et hier avec François Bayrou qui, sur le plateau de BFM TV, a eu une phrase sur la façon dont le Sénat pouvait également avoir une forme de délectation dans le fait de pointer les dysfonctionnements de l'Élysée. Ainsi, Marie-Pierre de la Gontrie, elle lui a répondu. Elle dit: c'est drôle quand on se rappelle la virulence de François Bayrou sur le fonctionnement de Sarkozy. Comme le disait Edgar Faure, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent, et ça a fait rire Marie-Pierre de la Gontrie. Et il y a également Nicole Belloubet, elle qui a dénoncé les manquements à la séparation des pouvoirs qui avait lieu avec cette commission d'enquête. Selon elle, la mission de contrôle du pouvoir législatif ne s'exerce pas sur l'organisation de l'Élysée. Eh bien, Sophie Primas lui a répondu. Elle lui a dit: Madame la ministre Nicole Belloubet, la question de fond est pourquoi choisissez-vous d'attaquer le Sénat alors qu'il exerce son rôle de contrôle plutôt que de vous pencher sur les conclusions du rapport? Voilà, Sophie Primas qui était elle aussi très en colère contre Nicole Belloubet. Et donc, un dernier mot pour noter quand même le fait qu'il y avait une union comme ça de tous les groupes quasiment au Sénat pour dénoncer l'attitude du gouvernement. Regardez par exemple le tweet de Éliane Assassi, la présidente du groupe communiste. Elle a dit: le Sénat a produit un rapport rigoureux en respectant ses prérogatives. Donc voilà, on voit l'union sacrée des sénateurs, quasiment tous les groupes. Quasiment, quasi-unanimité. Comment ont réagi les membres du groupe En Marche, de la majorité? Ils ne sont pas très nombreux au Sénat, les sénateurs La République En Marche, mais eux, effectivement, hier, ont pu tweeter quelques messages pour dénoncer les conclusions du rapport. Regardez par exemple le tweet qu'on a trouvé de Bernard Cazeau, le sénateur En Marche de la Dordogne. Il a parlé d'un rapport politique, tendancieux et rédigé à charge, visant exclusivement à affaiblir le gouvernement. Et il a rajouté une phrase très forte, qui était une pique envers ses collègues. Il a dit: certains devraient se souvenir de leur silence lors des affaires concernant l'exercice passé au pouvoir des groupes d'opposition. Et d'autres sénateurs ont profité de Twitter plutôt pour diffuser le rapport. Voilà, c'est effectivement les messages que je voulais vous montrer pour finir. Oui, parce qu'effectivement, avec cette polémique qui monte, ce bras de fer entre l'exécutif et les sénateurs, eh bien, certains sénateurs ont simplement copié le lien vers le rapport sur le site du Sénat. Regardez par exemple le sénateur François Grosdidier. Il a dit: alors que l'Élysée et le gouvernement persistent dans le déni et la fuite en avant, faites-vous vous-même votre opinion en lisant le rapport. Et donc avec le lien que vous pouvez voir en dessous, qui est écrit: lisez-le. Et même idée pour la sénatrice centriste Nathalie Goulet. Elle a dit: tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'affaire Benalla, que vous n'avez jamais osé demander, se trouve dans le rapport du Sénat. Autopsie des dysfonctionnements au plus haut sommet de l'État. L'imposture à son point culminant. Donc voilà, moi je l'ai déjà puisqu'on était à la conférence de presse. Si vous avez besoin d'une idée lecture, les sénateurs ont une idée pour vous pour ce week-end. Voilà, exactement. Vous pouvez lire le rapport sénatorial sur l'affaire Benalla. Le lien est donc en ligne. Merci beaucoup Quentin. Merci. Calmez, on vous interviewera d'ailleurs lundi pour savoir page 48. Voilà, je vais la prendre par cœur ce week-end. Paragraphe 5, ce qu'il y a dessus. Merci Quentin, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Presse dans un instant. Merci. Retour à l'actualité, c'est le djihadiste toulousain abattu qui est évidemment à la une de la dépêche du midi aujourd'hui, Salaria. Fabien Klein aurait été tué par une frappe de drone en Syrie. Il est l'un des plus hauts cadres français de Daesh. Il est surtout celui qui, au nom de l'État islamique, avait revendiqué les attentats de Paris en novembre 2015. La traque de cet homme, figure de la mouvance islamique, était devenue un enjeu national. Il se trouvait dans le dernier réduit contrôlé par l'État islamique. Al-Baghouz, c'est un village à la frontière irako-syrienne, présent jusqu'au bout à ses côtés. Son frère, Jean-Michel, a lui été grièvement blessé jusqu'à sa mort. Les deux frères ont multiplié les messages audio exhortant des soldats à frapper
en France. Tout à fait autre chose avec la une de Sud-Ouest, c'est le salon de l'agriculture à partir de lundi, nous y serons d'ailleurs. À qui profitent les milliards de l'Europe? Une bonne question. C'est la question, alors que justement nous sommes à la veille du salon de l'agriculture. Quel secteur, quel département bénéficie des aides européennes? Sud-Ouest a passé au crible tous les chiffres de la PAC, la politique agricole commune. La PAC, c'est 408 milliards d'euros, dont 9 milliards pour la France, qui en est le premier pays bénéficiaire. Comment sont réparties ces aides dans les exploitations? Sud-Ouest propose des tableaux interactifs dans chaque département, dans chaque commune. Ils ont listé le nombre de dossiers d'aide, le nombre total des subventions, ainsi que les aides minimum et maximum pour chaque commune. Ascoval, c'est la douche froide ce matin dans la Voie du Nord, évidemment. C'est un vrai coup de massue pour les 281 salariés de l'usine Ascoval de Saint-Saulve, dans le Nord, Altifort. L'entreprise choisie pour reprendre l'aciérie a avoué ne pas être en mesure de financer son projet de reprise. Une nouvelle audience du tribunal de Strasbourg aura lieu la semaine prochaine, le 27 février, avec l'ensemble des parties prenantes pour vérifier l'incapacité du repreneur à investir les fonds promis. La veille, Bercy devrait réunir les salariés d'Ascoval pour une réunion à Paris. Sauf miracle, le plan de reprise sera annulé. Merci Saveria, au revoir, bon week-end. On vous retrouve lundi au salon de l'agriculture. Voilà, avec des sénateurs très bon toute la week-end. semaine. À la semaine prochaine, à lundi. Voilà, et nous, on reste ensemble, on regarde la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, puis le zapatin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos ce matin, puis on se retrouve après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Commission d'enquête du Sénat et le Sénat ont choisi de se livrer à une appréciation qui est, je crois, très politique. Je n'en suis pas surpris, mais comme j'ai un attachement très vif et très grand au principe de séparation des pouvoirs, j'en suis un peu déçu. Le Sénat a fait son boulot. Ce qu'elle n'a pas fait l'Assemblée nationale, dont vous avez la majorité, elle ne l'a pas fait. Bon, il y a eu un certain nombre de pressions de la part de Mme Belloubet, qui a soutenu M. Benalla. M. Macron a soutenu M. Benalla. Pas un mot. Édouard Philippe aujourd'hui, donc très bien, monte au créneau. Est-ce qu'il n'est pas curieux qu'une commission d'enquête parlementaire enquête sur les services de l'Élysée? Est-ce que cela est possible? Je réponds constitutionnellement, ce n'est pas possible. Dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'article 15. La société a droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et ça veut dire que ce droit des Français, nous l'exerçons parce que nous sommes leurs représentants. Cette Constitution donne des prérogatives aux commissions d'enquête parlementaire. Mon cher collègue, celle de l'Assemblée nationale ayant explosé en vol, heureusement qu'il y en a eu une autre, celle du Sénat. Vous vous êtes senti obligé d'en faire un peu trop, du coup. Qui a fait non. Dans les recommandations, c'est l'idée de dire à l'Élysée, au gouvernement, comment il doit organiser son cabinet. Que serais-je ce soir devant vous si je venais vous dire, voilà comment le cabinet du président du Sénat, le cabinet du président de l'Assemblée nationale doit s'organiser. Des recommandations de bon sens, et plutôt que de les accepter, eh bien, il refuse en bloc, et dans cette fuite en avant, nous n'imaginions même pas un instant que le gouvernement contesterait ces conclusions. Il n'y a rien dans le rapport, il y a des interrogations, des intuitions, des sentiments, des phrases au conditionnel, on est dans la pure conjecture, et
absolument pas dans les faits et ça ne ressemble pas au Sénat. Je suis choqué que le Premier ministre ne tire pas les conséquences de ce travail remarquable et exemplaire du Sénat pour corriger les fautes, plutôt qu'essayer de faire diversion. Le rôle du Parlement, et il faudrait peut-être que le gouvernement l'accepte, c'est de contrôler l'action de l'exécutif. Nous sommes là devant un scandale d'État, et il est temps que la vérité soit pleinement manifestée, et c'est le rôle du Parlement que d'exercer cette mission. Ce salon, cette fête nationale de l'agriculture et internationale, c'est la réconciliation de toutes les Frances. Sauf les véganes qui vont commencer à gueuler autour. C'est la réconciliation. Chacun a le droit de manger ou de ne pas manger de la viande, de faire ce qu'il veut. Mais on ne doit pas imposer à d'autres. Voilà, je vous retrouve ce week-end pour 2 rendez-vous. Demain matin, le JT des territoires. Dimanche, territoire d'info. Et puis lundi, bien sûr, en direct du Salon de l'Agriculture avec notre invité Yannick Jadot. Bon week-end à tous. Merci de votre fidélité. Au revoir.